c'est né dans la documentation technique, mais toute la valeur de DITA peut s'appliquer à d'autres domaines que la documentation technique. Et il y a des cas d'école dans le juridique, dans les sociétés de conseil qui utilisent DITA. Moi, je connais quelques sociétés aux États-Unis qui le font. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'un cas client donc avec BPI-France. C'est un projet qu'Amexio fait avec BPI-France et on fera un focus un peu plus particulier sur ce qu'on a fait autour des référentiels. Je me présente rapidement, Nicolas Delobel, je suis consultant donc, en documentation structurée chez Amexio depuis un peu plus de 10 ans, passionné par DITA et spécialisé dans tout ce qui est intégration autour de ça, donc DITA, CCMS, aussi DITA Open Toolkit, ce genre de choses. Donc la présentation, on va d'abord commencer par présenter notre client BPI-France. On va faire une présentation un peu macro aussi du projet, je vais vous montrer les grandes lignes. On va faire du coup un focus plus particulier sur les référentiels, comment on les a construits et comment on les utilise. Le et après, c'est tous les challenges qui nous attendent sur la suite de ce projet. Et on pourra poser des questions, bien sûr, à la fin. On commence par une petite citation que j'aime bien utiliser. C'est une citation qui illustre parfaitement l'approche de DITA qui permet de structurer l'information de manière standardisée et réutilisable. Et en intégrant des référentiels centralisés à DITA, on va venir transformer des données brutes en connaissances exploitables et interconnectées, prêtes à être enrichies. Donc, BPI-France, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu parler de BPI-France. Donc BPI-France, c'est une banque, c'est la Banque publique d'investissement qui va venir financer, accompagner les entreprises à toutes les étapes de leur développement, en crédit, en garantie, en aide à l'innovation, en fonds propres. BPI-France agit en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions. BPI-France s'engage à stimuler l'entrepreneuriat en France avec pour objectif de doubler le nombre d'entrepreneurs via des actions de sensibilisation, promotion et soutien à la création d'entreprises sous une marque qui s'appelle BPI-France Création. Un petit focus sur BPI-France Création, donc voilà, soutient et anime l'action en faveur de la création d'entreprises. Ça s'appuie sur un réseau qui est présent sur tout le territoire, qui s'appuie donc sur un réseau aussi bien de salariés que de bénévoles. Donc on l'a vu juste avant, une mission principale de financer, d'animer ce réseau d'accompagnement qui va venir s'adresser à des jeunes, à des femmes, aux quartiers prioritaires, mais pas que, avec également une mission de sensibilisation et d'observation. Je vais vous présenter maintenant le projet qu'on a mené avec BPI-France autour d'une publication qui s'appelle les dossiers projecteurs. Donc, au sein de BPI-France, il y a une équipe qui est composée de 3 rédactrices, un responsable éditorial et un manager. Et cette équipe va produire des documents qu'on appelle, qui sont des guides métiers, appelés dossiers projecteurs. J'utiliserai souvent l'acronyme DP pour la présentation. Donc l'objectif de ces DP, c'est de fournir une information synthétique sur un métier en particulier pour aider à la création d'entreprises. Aujourd'hui, on a environ 70 dossiers projecteurs qui existent. C'est à peu près 50 pages par DP. Donc c'est un format exclusivement PDF aujourd'hui, format numérique, diffusé sur le site internet. Pour vous donner une idée en termes de réutilisation, aujourd'hui on a à peu près 100 références documentaires. Donc références documentaires, c'est des références bibliographiques. Donc une centaine par dossier projecteur. Et à peu près 1/5 de ces citations sont multiples, soit au sein du dossier projecteur, soit entre les dossiers projecteurs entre eux. Quelques exemples de dossiers projecteurs qui existent actuellement. Comment devenir jardinier paysagiste,
comment ouvrir un coffee shop, devenir enseignant indépendant, ouvrir une épicerie fine. Donc vous voyez, ça concerne en fait tous les secteurs d'activité. Quelques screenshots des DP, des publications actuelles. On voit un sommaire, les DP sont toujours organisés autour de cette grande partie. Le en bref, un peu de définition de la profession, des éléments d'études de marché, un certain nombre de choses. À la fin, on voit aussi tout ce qui est sources et contacts autour. Donc on voit, donc ça c'est vraiment le PDF là aujourd'hui. On voit que c'est un produit qui est très rédactionnel, beaucoup de texte, peu d'images. Donc on sort ici complètement de la documentation technique, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans les dossiers projecteurs est sourcé. On va venir dire à chaque fois, j'ai utilisé telle référence bibliographique par exemple pour rédiger ces contenus. On voit ici le processus actuel pour produire ces dossiers projecteurs. Il y a toujours la phase de production avec la rédaction, un processus de relecture, correction et validation. Tout ça, aujourd'hui, ça se fait en Word. Une fois que le Word est produit, c'est envoyé à une maquettiste qui va venir prendre le Word, le mettre en InDesign pour produire le PDF. Mais une fois que le InDesign est produit, le PDF est produit, de nouveau relecture, correction, validation, pour ensuite venir diffuser ces PDF sur la plateforme. Donc les deux premières phases, grosso modo, aujourd'hui, c'est environ entre le moment où on se dit on commence un dossier projecteur, on commence à faire des recherches, jusqu'à la diffusion, c'est grosso modo c'est 3 mois. Donc notre objectif, c'est pas dans ce sens-là. Notre objectif, sur cette première phase, c'est vraiment, avec l'adoption de DITA, de venir gagner en fluidité, gagner du temps et de la fluidité, et faciliter la création et surtout la mise à jour des dossiers projecteurs qui existent déjà. Et également essayer d'en produire davantage. Donc voilà, on a surtout des actions ici, et l'idée aussi, c'est sur cette partie centrale, tout ce qui est la partie InDesign, c'est de réduire au maximum cette partie avec une mise en page, on va dire, automatique via des plugins d'ITAOT pour automatiser vraiment toute cette partie-là. En termes de temporalité, sur le projet, donc ça a commencé par un POC qui a été fait par un consultant externe qui a permis de valider le fait que DITA matchait en fait avec les dossiers projecteurs. Un appel d'offres en juin 2023, gagné par Amexio et début du projet janvier 2024. Donc on a mené beaucoup d'ateliers, beaucoup de workshops avec le client. Il y a eu tout un travail autour de l'architecture d'ITA, parce qu'on va voir, on a fait pas mal de spécialisation, et une implémentation de la solution. On a commencé les formations avec les rédactrices du coup en octobre de cette année, et mise en production de la plateforme, donc de la V1 depuis décembre. En termes d'architecture sur ce projet, rapidement, on a comme socle le CCMS Componize, donc qui est sur une base Alfresco, et Componize va venir amener toute l'intelligence autour du DITA, autour des contenus DITA. En outil de rédaction, on est sur du Oxygen Web Author, et pour la publication, PDF, du DITAOT et le moteur de rendition Antenne House. Donc on a une solution qui est full SaaS, hébergée chez Componize. Donc les rédactrices n'ont besoin que d'un navigateur web pour accéder et produire les contenus et les publier. Je vais vous présenter maintenant, du coup, dans ce projet, on a fait pas mal de travail autour des référentiels, donc je vais vous présenter ce qu'on a fait ici. Donc le point de départ des référentiels, il y avait vraiment un besoin de créer, gérer des informations réutilisables, partagées avec d'autres systèmes. Et il y a une problématique particulière aussi pour BPI, c'était de repérer les DACP, c'est-à-dire les données à caractère personnel,
parce que dans les DP, on va citer des personnes, qu'il faut qu'on soit capable de savoir qui on a cité, dans quel DP, pour pouvoir gérer ça, pour se conformer au RGPD. On a différents types d'informations réutilisables au sein des DP, donc notamment des personnes physiques, des personnes morales, des références bibliographiques. On va voir ça un peu plus en détail juste après. Et ces informations, elles peuvent être réutilisées au sein d'une même DP ou dans plusieurs DP. Ici, on voit le périmètre initial du projet, c'est-à-dire qui est plus ou moins défini dans l'appel d'offres. On voit en jaune des référentiels plutôt internes à BPI France, donc des sources documentaires, plutôt les références bibliographiques, des glossaires, des événements, des sigles, acronymes, des annuaires de personnes physiques, personnes morales. Et en bleu, plutôt des référentiels externes, code NAF. Donc le code NAF, c'est une nomenclature de l'INSEE qui définit ce qu'est une activité, un métier, avec un code et une description. Des bases de données financières, des rubriques, COG, c'est aussi une nomenclature de l'INSEE, plutôt sur des données géographiques. Donc, dans le périmètre de la version 1 du projet, on a retenu principalement les référentiels internes. Donc, on a défini un référentiel pour les personnes physiques. Donc, c'est un fichier DITA qui va permettre d'enregistrer un certain nombre de toutes les personnes physiques qu'on va citer dans les DP. À chaque fois, je vous ai mis les 3 premiers champs qu'on utilise dans les référentiels. Donc, pour les personnes physiques, nom, prénom, fonction. Les personnes morales, nom, sigle, URL, par exemple. Les documents, c'est les références bibliographiques. Donc, on a toujours un titre, un ou des auteurs, un ISBN. Des revues et médias pour lister toutes les grandes revues généralistes ou spécialisées qu'on va utiliser dans les dossiers projecteurs. Et aussi un référentiel sur les événements. Donc ça, c'est tous les grands événements en France, le salon du livre, de l'agriculture, et tout ça. Donc une fois qu'on a finalement créé ces référentiels, la deuxième étape, les attributs CONREF, pour modéliser en fait tous ces biens. Un petit exemple de XML quand même, sinon ça ne serait pas drôle. Donc ça, c'est l'élément qui permet de définir une référence bibliographique. Donc on a créé un élément RD document pour référentiel document. Un certain nombre d'informations qui sont stockées dans des attributs. On voit la nature, la typologie par exemple. On a un titre, éventuellement plusieurs titres. Maison d'édition, des collections, enfin un certain nombre d'informations. Et on voit aussi qu'on a du coup un bloc auteur dans lequel on va venir pointer un autre référentiel. Donc ça veut dire que dans ce document-là, un des auteurs est une revue ou un média, et on utilise le CONREF pour aller pointer ce référentiel. La validation des entrées du référentiel elle se fait de 2 façons différentes. Il y a toute la validation de la structure qui se fait naturellement via les DTD. Et on a utilisé aussi la validation avec du schématron, puisqu'il y a certaines validations qu'on ne peut pas faire en DTD, typiquement référentiel de personnes physiques, la civilité n'est obligatoire que si le prénom n'est pas présent. Donc voilà, on a utilisé le schématron pour gérer ce type de règles un peu plus précises. Autour de ce projet des référentiels, on a fait un gros travail en termes d'UI UX, puisque on s'adresse à des rédactrices qui avaient l'habitude d'utiliser Word, donc des rédacteurs non techniques, qui ne connaissent pas particulièrement le XML, et on va dire complètement novices avec la norme DITA. Donc les challenges, c'était au maximum de masquer la structure XML aux rédactrices, et de rendre la saisie, recherche et utilisation des référentiels le plus simple possible. Bien sûr, on est passé par une phase de formation en DITA des rédactrices et de toute l'équipe. L'objectif, c'était quand même que cette équipe sache toute la structure qu'il y a derrière quand elle rédige, bien sûr. Pour ceux qui ont déjà utilisé Oxygène Web Author, ici c'est l'interface vraiment de rédaction pour les rédactrices d'Oxygène Web Author. Ce qu'on a fait déjà en termes d'UI UX, c'est comment rédiger une fiche d'un référentiel. On voit sur la partie centrale ici,
on l'a modélisé en fait sous forme d'un formulaire. Donc il n'y a pas d'éléments XML en fait du tout à entrer. On vient cliquer par exemple sur nature, typologie pour avoir des listes déroulantes avec des cases à cocher. On a des champs pour saisir du texte. Pour saisir les auteurs, voilà, on a des blocs particuliers. Donc on a fait tout ce travail en fait de modélisation sous forme de formulaire. Et tout ça, c'est possible grâce à des extensions CSS proposées par Oxygène. Du coup, voilà, pour les listes déroulantes ici, la liste des valeurs qu'on va pouvoir retrouver, par exemple pour la nature et la typologie, on s'est basé sur un mécanisme natif de Dita qui est les Subject Scheme Map. Je ne sais pas si certains d'entre vous les utilisent. Et pourquoi on a fait ça? Parce que ça permet à BPI France de garder la main finalement sur ces listes, parce que sinon, ce genre de listes, elles vont être hard-codées dans un framework Oxygène. Donc à chaque fois que BPI France, si BPI France veut ajouter une valeur, ils auraient dû nous demander qu'on fasse un déploiement, ce genre de choses. Donc comme ça permet vraiment à BPI France de garder toute la main sur le contenu et sur ces listes. Là, on va voir plutôt la partie recherche et utilisation des référentiels. Donc, dans Oxygène Web Author, on a la possibilité de rajouter des vues latérales, comme ça sur le côté. Ça vient s'ajouter à celles qui existent déjà ici. Donc on a créé une vue avec des icônes pour chaque référentiel, pour les documents, les événements, revues médias, personnes morales et personnes physiques. Et on voit ici, finalement, dans chaque liste, enfin chaque bloc gris qu'on peut voir ici, ça correspond à une entrée, un élément d'ITA, en fait, du référentiel. Donc finalement, ici, on a vraiment on a une vue HTML qui, voilà, c'est vraiment une vue des différentes entrées du référentiel. Donc ça veut dire que quand on veut chercher quelque chose dans cette information, soit on vient scroller assez facilement et on peut retrouver l'information. En termes d'insertion, si on veut insérer, une fois qu'on a trouvé notre référence, on vient se positionner au curseur. Par exemple, le curseur vient positionner dans un bloc source et on vient cliquer sur le petit plus ici, ce qui permet d'insérer tout de suite le bon élément avec le bon code ref à l'intérieur. On a également géré ce qu'on appelle des contextes d'insertion. On voit ici qu'on a une liste déroulante avec des options. Typiquement pour les référentiels de personnes physiques, parfois on veut insérer un nom, mais par exemple on veut insérer parfois Nicolas Delobel, parfois on veut insérer Monsieur Delobel, ou alors Nicolas Delobel, entre parenthèses, consultant XML par exemple. Donc on va pouvoir choisir l'option d'insertion ici dans l'interface pour venir insérer notre référence. Et cette interface permet aussi de naviguer dans le référentiel, puisque une fois que j'ai trouvé mon entrée de référentiel, si je clique sur le petit crayon, automatiquement, ça vient m'ouvrir le référentiel, le bon fichier d'ITA, et ça se positionne automatiquement sur la bonne fiche. Un petit focus sur juste la partie jaune ici, parce qu'à un bout d'un moment, on va se retrouver avec quelques centaines, quelques milliers de références, donc le scroll a ses limites. Donc on a proposé un moteur full text en fait juste en haut qui permet de filtrer à minima sur les titres. On a aussi des filtres pour savoir quelle fiche à quel DB elle est rattachée et un système de tri sur date de mise à jour et sur le nom des entrées par exemple. Juste un petit, oui, en fait on a aussi développé en fait toute cette partie-là parce que en termes de réutilisation, avec Oxygène, à un moment donné, quand on est face à beaucoup de contenus réutilisables, en tout cas Oxygène peut atteindre ses limites en termes de recherche pour retrouver vraiment ce qu'on veut réutiliser en fait, dans le contenu. On voit ici un exemple en bout de chaîne finalement de notre documentation et comment c'est publié automatiquement via le DITA-OT. Donc on voit nos paragraphes et finalement toutes les sources qui ont été saisies dans le référentiel qui sont mis en page ici automatiquement dans le PDF. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui est dans la V1, qui est en production. Aujourd'hui, je ne sais
sais pas Marine, mais je crois qu'on est à 7-8 DP qui sont rédigés dans la plateforme. Oui, 4 sûrs, un qui est en cours, parce que le plus long, c'est la création du référentiel. C'est ce qui prend le plus de temps, et il y en a un 6e ou un 7e qui est en cours. D'accord, donc voilà. Entre 5 et 7, là aujourd'hui, donc déjà dans la plateforme. Mais on va vite arriver à des nouveaux challenges et à des nouveaux défis. Donc on se penche déjà sur la V2, puisque aujourd'hui, toutes les entrées de référentiels sont stockées au sein d'un même fichier. Donc on a 5 référentiels, aujourd'hui on a 5 fichiers d'ITA. Donc dans le référentiel des personnes physiques ou des référentiels des documents. Le principe de use where use dans Componise, c'est que finalement tous les contenus sont liés entre eux un peu à la manière d'une base de liens. Donc ça va permettre soit de partir de la map en disant dis-moi cette map, ce DP, quel topic il utilise et quelles sont finalement toutes les références, toutes les entrées de référentiel que tu utilises. Et le use, c'est plutôt l'inverse, on va plutôt se dire telle référence, telle entrée de référentiel, telle personne, dis-moi où est-ce qu'elle est utilisée, dans quel topic et du coup dans quelle map. Donc ça va permettre aussi de faciliter, par exemple, les purges de ces référentiels, d'identifier éventuellement des choses qui sont présentes dans le référentiel mais qui ne sont utilisées nulle part. Et c'est notamment sur ce mécanisme-là qu'on va prévoir de gérer toutes les données à caractère personnel et de repérer facilement quelles sont les personnes citées, dans quel DP, quelles sont les personnes qui ne sont plus citées, pour éventuellement les supprimer du référentiel. Et ça va permettre aussi d'automatiser un certain nombre de choses, et notamment de taguer avec des métadonnées des entrées de référentiel. Rapidement aussi, on va, donc, via la plateforme Componise, on va créer et mettre en place un workflow de relecture, validation. Voilà. Donc aujourd'hui, on a notre projet dossier projecteur, on a des topics, et on attaque des entrées du référentiel au format d'ITA. Mais pour l'instant, ça se cantonne vraiment au projet dossier projecteur. L'idée, à un moment donné, ça sera plutôt, je pense, pas dans une V2, mais plutôt une V3, pardon, c'est de se dire, finalement, toute cette connaissance qu'on a au sein des référentiels, pourquoi les autres applications, les autres projets au sein de BPI France ne pourraient pas en profiter. Donc, là, c'est les grandes idées pour l'instant qu'on a posées sur le papier. Il n'y a encore rien de défini en termes d'architecture ou de techno. Mais l'idée, c'est de se dire que tous ces référentiels pourraient être centralisés dans une base de données, sans doute au format XML, pour qu'elles puissent être utilisées par d'autres projets au sein de BPI France. Un système d'import-export pour exporter dans un format pivot, transformer en DITA et pouvoir les réutiliser dans les contenus. Pourquoi on imagine un peu une architecture comme ça un peu asynchrone? Pourquoi ne pas lier directement finalement la base de données au contenu? En tout cas, nous on pense que c'est plutôt intéressant de faire comme ça, parce que si le jour où la base de données en fait est inaccessible, on ne peut plus y travailler. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de copie locale de ces référentiels. Et l'idée aussi, par exemple, si j'ai un DP sur comment ouvrir un magasin de vélo, j'en fais une release en 2025 par exemple, je le publie en PDF, il est diffusé, et ce référentiel, à un moment donné, peut-être que j'aurais envie de revenir dessus pour le rédiger, parce qu'éventuellement il y a une coquille où il y a vraiment un changement mineur dessus. Sauf qu'entre-temps, peut-être que le référentiel aura changé, peut-être que des entrées que j'ai utilisées auront été supprimées, modifiées. Donc l'idée par ce système, c'est à un moment donné, quand je fais une release d'un dossier projecteur, j'archive tous ces topics, mais également le référentiel à un instant T au moment où je l'ai produit. Comme ça, je peux le restaurer éventuellement et revenir en arrière. Les phases d'après encore, donc l'idée c'est de se connecter et rajouter encore des connexions à des référentiels externes. Comme on a pu voir au début, le code NAF, qui est donc la nomenclature de l'INSEE, qui propose déjà un format pivot au format JSON. Donc l'idée, ça serait d'extraire ce format JSON, de le transformer en DITA pour pouvoir l'utiliser.
Pareil pour les codes officiels géographiques. J'en profite pour faire un peu de publicité. En tout cas, au sein d'Amexio, on a un produit aussi dans notre service R&D qui s'appelle Amexio Hub, qui est une plateforme qui permet de faciliter tous les processus de migration et qui permet surtout de gérer tous les flux de données entre des systèmes hétérogènes, voilà, tous ces flux d'informations pour venir les tirer d'un côté et les injecter de l'autre. Dans les challenges aussi qui attendent donc BPI France au sein de ce projet, à un moment donné, on va essayer aussi de sortir du PDF pour aller vers des formats plus numériques avec le HTML. Et pourquoi pas aussi utiliser l'IA générative pour proposer une expérience utilisateur toujours plus avancée pour les utilisateurs finaux. Donc il y a des démonstrations de fluide topiques qui vont arriver là, dans les semaines à venir pour BPI France. En conclusion, donc l'utilisation des référentiels, c'est un besoin qu'on voit apparaître aussi de plus en plus chez nos clients, donc chez les clients d'Amexio qui existent déjà, mais de plus en plus aussi dans la tech doc, dans les appels d'offres qu'on voit arriver chez nous. Donc voilà, nous on pense qu'en tout cas c'est un levier qui est assez stratégique pour les clients parce que ça garantit cohérence, efficacité, réutilisabilité. Et la question, c'est pas de savoir s'il faut les adopter, mais comment finalement les exploiter au maximum pour transformer la documentation et créer de la valeur. Je pense que j'ai parlé un peu vite et que je suis dans les temps, mais du coup on a du temps pour les questions. Une question. Ouais. Comment est arrivé le mot DITA chez le client et comment ils ont réagi? Alors on a la chance d'avoir dans le public Laurence et Manon. DITA, c'est parti d'un... Alors je ne sais pas, parce qu'il y a eu un POC qui a été réalisé, mais je ne sais pas comment le mot DITA est arrivé. En fait, c'est au moment où on a commencé à travailler sur cette notion de contenu structuré, on s'est posé la question de savoir quels étaient les outils qui existaient, et on nous a proposé, justement, ça a fait appel à un consultant pour nous aider à y voir un peu mieux. Donc je disais qu'au moment avant l'appel d'offres, on a quand même déjà fait un grand tour de solutions qui existent, et sont apparues des solutions propriétaires, donc hors DITA, et des solutions qui utilisent, des solutions qui utilisent donc DITA de l'autre côté, et dans le temps on a mené la barque des deux côtés en même temps, parce qu'on voulait savoir un petit peu quels étaient les avantages de DITA que nous ne connaissions pas par rapport à une autre solution non DITA. Et au final, ce qui a fait pencher la balance, c'est... Parce qu'il faut dire que quand on a vu les univers de rédaction, nous qui venions du Word et de Microsoft, on est tombé de notre chaise. Et surtout, moi je me suis dit, mais comment je vais faire passer la pilule à mes collaboratrices qui, demain, elles vont avoir les mains dans le jardin de la chose. Et en fait, on a beaucoup discuté ensemble. Et surtout, il y avait un élément qui était important pour nous, c'est de ne pas être captif d'une solution propriétaire. Et c'était de dire à un moment donné du temps, aujourd'hui on développe quelque chose, oui, on le fait avec des solutions Componize, Antenna House et compagnie, sauf que demain si on sort, en fait on récupère toute la base de ce qu'on a créé, parce que c'est du DITA, et on est capable à un moment donné du temps de le réinjecter à moindre effort, parce que ça ne se fait pas non plus en clic bouton, mais de le réinjecter à moindre effort dans une autre solution, y compris éventuellement demain si BPI France le souhaitait, une solution plus propriétaire ou interne. Voilà. Si j'ai répondu à la question. Merci Laurence. D'autres... Oui, Vincent. Pas une question pour toi, en fait. Du coup, les rédactrices, puisque apparemment c'est un monde genré, leur métier a fondamentalement changé, en tout cas les tâches qu'elles réalisent ont changé. Est-ce qu'elles ne se sont pas senties dépossédées en fait? Parce qu'en fait, du coup, la structure impose, alors ça peut être vécu comme une aide ou une contrainte, mais en tout cas, elle donne des limites et le travail n'est plus du tout le même pour les... Comment vous avez géré ça? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, ça s'est extrêmement bien passé. Merci. Alors, ça s'est extrêmement bien passé, mais ça a quand même duré plus d'une année.
Donc le temps qu'on commence à y voir un peu clair, qu'on fasse un peu un POC, et ensuite qu'on passe un appel d'offres et qu'on arrive donc il y a quand même eu un an et demi sur le sujet. Alors pourquoi ça s'est extrêmement bien passé? Parce que je pense qu'il y avait un tel enjeu et une telle attente de leur part sur ce qu'allait apporter la solution. En fait, on est extrêmement contraint, non pas par notre production à nous, parce qu'on pourrait très bien rester avec la production qu'on avait aujourd'hui, sauf que d'ailleurs on a des clients, notamment des conseillers à la création, qui nous disent « mais attends, tu nous mets 10, 12 DP dans l'année », parce qu'elles sont que 3, hein, donc 3 par 3 mois, vous voyez, ça fait pas beaucoup par an. Il m'a dit, maintenant tu nous mets que 12 DP par an, et les DP, les dossiers projecteurs, ils ont 3 ans d'ancienneté pour certains. Donc c'est pas possible. Voilà, donc on a dit, bon, comment on fait pour faire? Et donc l'intérêt, et c'est pour ça qu'on a aussi créé ces référentiels-là, c'est parce qu'en fait, l'information bouge beaucoup. On a énormément au contraire de la documentation que certains ont chez eux, c'est pas la documentation qui est à nous, c'est on va faire de la veille sur les métiers pour pouvoir ramener de l'information et on fait de la synthèse d'information. Et donc du coup, cette information, elle bouge beaucoup, elle bouge tout le temps. Il y a des rapports d'activité qui tombent tous les jours. Il y a des news qui tombent tous les jours. Et donc en fait, et puis il y a des exemples aussi de bonnes pratiques qui se passent dans les métiers. Et donc on est obligé de mettre à jour. Et donc les attentes étaient telles au niveau de l'équipe pour pouvoir mettre à jour régulièrement ces dossiers projecteurs. C'est-à-dire que j'ai un rapport annuel qui tombe aujourd'hui. Et bien en fait, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre à jour. Parce qu'en fait, ça veut dire mettre à jour à la main, repartir en maquette chez la maquettiste, revalider l'interne, puis le remettre à la main dans tous les univers où il est exposé. Là, le fait de pouvoir entrer dans Dita, c'est que c'est une contrainte un peu technique. Donc vous avez vu, on a quand même fait, enfin, c'est pas nous, hein, c'est Amexio qui a fait des efforts du X et du Y derrière. Ils n'ont pas terminé parce que le chemin est encore long, mais on va y arriver. Et on a plein de choses en visibilité, et surtout, ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est vrai que le challenge pour nous, il est important, et nous, demain, c'est je saisis de l'information quand j'en ai besoin, et je veux qu'elle soit on time, enfin, au pire le lendemain matin sur les univers d'exposition. Voilà. Et donc le but aujourd'hui, c'est de rédiger, et puis de pouvoir savoir que demain, ça sera mis à jour, alors qu'aujourd'hui, c'est mis à jour 3 ans après. Quoi. Donc je pense que les attentes étaient telles que ça a permis aussi d'avoir des contraintes de production. Et en fait, elles s'y sont mises, là, elles y sont dedans, elles se sont mises sur la création au fil de l'eau, donc elles mettent à jour des contenus qui existent déjà, et elles mettent à jour aujourd'hui elles créent des dossiers projecteurs from scratch, donc aujourd'hui, et ça a l'air de bien se passer, hein, voilà, donc ça a l'air de bien se passer. Oui, et puis dans le cadre d'une documentation un peu moins technique, on utilise aussi un peu moins d'éléments que je pense dans de la pure doc technique. Parce qu'on est beaucoup sur du rédactionnel, donc on vient typer quand même un peu l'information, mais sûrement moins que dans la doc technique. D'autres questions? Pour ceux qui veulent continuer les discussions, on vous donne rendez-vous à Dita Europe bientôt.